Merci, Monsieur le Président. Alors, d'abord, peut-être que, alors que l'administration dira que c'est le meilleur budget de l'histoire, évidemment, plusieurs auront des doutes. Je pense qu'il serait pertinent à ce moment-ci de rappeler quelques faits sur les fondamentaux de ce budget-là, puis les leçons qu'on peut en tirer à ce stade-ci, tout en gardant en tête que l'étude détaillée en commission des finances permettra d'aller encore plus loin sur la base des constats qui me semblent être les suivants. D'abord, les Montréalais doivent savoir que le budget, c'est l'expression des priorités et qu'à la Ville de Montréal, ce qui vient en premier, c'est la sécurité publique, où passe plus d'un cinquième de tout le budget, et tout ça ne sera pas étudié par la Commission des finances, par une décision de l'administration, que je trouve encore regrettable, et j'ai encore espoir, quelque part, que l'on corrige cette situation-là, ne serait-ce que par souci de cohérence. Le deuxième poste budgétaire en importance, c'est la dette, ou le service de la dette dans le budget, qui est maintenant rendu à 17,2 %. Et si on projetait dans l'avenir l'évolution des récentes années, particulièrement l'an dernier et cette année, sur quelques années dans le futur, il serait tout à fait possible que la principale dépense à Montréal, plus que toutes les autres, en premier, ce soit le service de la dette. Alors j'y vois là certainement un motif de questionnement et peut-être des raisons d'avoir une inquiétude relative. Et malheureusement, ce qui vient en tout dernier de peloton, la dernière, pas des priorités parce qu'elle est toute dernière, mais la dernière chose qui se voit dans le financement des activités à la Ville de Montréal, c'est le logement social. Alors, on a le discours, mais les faits ne semblent pas suivre ce que l'on souhaite mettre de l'avant. L'autre chose, et encore là, je prends à témoin les nombreuses déclarations du maire Coderre pendant la campagne électorale. Vous savez, c'est un peu deux personnes différentes. Alors, pendant la campagne électorale, Monsieur le maire, vous avez été très volontaire à reconnaître un des problèmes à Montréal, que nous étions beaucoup trop dépendants de la taxe foncière pour le financement de nos opérations. Je pense que tous en conviendront. Alors, la vérité, c'est qu'au moment où tout cela est en train de se dire, Montréal était dépendant à la taxe foncière à 64,x %. Au jour d'aujourd'hui, nous frôlons le 70 %. Alors, la vérité, c'est que depuis l'arrivée de la nouvelle administration, la Ville de Montréal est beaucoup plus dépendante à la taxe foncière que jamais auparavant dans son histoire. Le troisième constat important qui, très clairement, ici explique pourquoi on est si dépendant à la taxe foncière, c'est que les transferts venant des gouvernements supérieurs, notamment le gouvernement du Québec, sont, je pense que le mot n'est pas trop fort, en chute libre. 2012 à 2016, c'est une chute de 46 % des transferts provinciaux. C'est énorme. Alors là, on se demande où est la cohérence entre, lorsque Coderre parle, Québec écoute. Moi, je considère que ça, c'est vrai, mais incomplet. C'est lorsque Coderre parle, Québec écoute, c'est les Montréalais qui payent. Parce que présentement, c'est les Montréalais qui financent, à coût de transferts qui n'arrivent plus, les efforts financiers d'un palier de gouvernement qui est autre. Alors là, il faudrait voir, il ne faudrait pas se surprendre et se faire prendre si un jour arrive ce fameux statut de la métropole, qui bien sûr est équipé pour tout régler, qu'il y ait des augmentations. Les Montréalais doivent savoir que s'il y a des augmentations, ils les auront financées eux-mêmes sur la base d'une baisse des transferts dans les années précédentes. Alors là-dessus, on essaie encore de réconcilier le discours avec la réalité. Et finalement, je reviens sur la dette. Maintenant, c'est 17,2 % du budget, le service de la dette. On est passé, vous savez, il y a le tax and spend, qui est souvent le nerf de la guerre de l'administration actuelle. Là, c'est pire. C'est tax, borrow and spend. Jamais dans l'histoire de la Ville, il y aurait eu autant de dettes et autant d'emprunts. Et peut-être un mot sur la dette. Et je ne pensais pas intervenir là-dessus parce que je pense qu'il était de bonne guerre que l'administration se félicite de l'amélioration de sa cote de crédit par Standard & Poor's. Mais je pense qu'on est allé tellement loin qu'il importe de remettre les choses dans leur perspective. Parce que le rapport, il faut le lire, Monsieur le maire. Standard & Poor's a rehaussé la cote de crédit essentiellement pour une raison, c'est que nous bénéficions de fortes liquidités. Et je vais citer, considère que d'ailleurs, Standard & Poor's considère que la gestion financière de la Ville n'est que satisfaisante, considère que la flexibilité de la Ville
pardon, que la flexibilité budgétaire de la Ville n'est que moyenne. Alors là, je comprends qu'on peut se féliciter d'avoir une meilleure cote qu'avant, mais il ne faudrait pas se péter les bretelles trop fort et faire abstraction de la réalité. Et là, je cite le rapport. « We believe the city's satisfactory financial management and average budgetary flexibility are neutral to the rating. » Neutral to the rating, ça c'est votre contribution. However, a high tax-supported debt burden constrains them. Alors, essentiellement, ce que Standard & Poor's dit, c'est vos efforts, neutral to the rating. Vous avez beaucoup de liquidités et ça, c'est une bonne chose. Mais il reste que la dette inquiète les agences de crédit et le fait qu'on l'augmente considère, un peu comme Moody's l'avait dit, que ça représente une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Alors, c'est important de remettre les choses dans leur propre contexte. Maintenant, l'autre grande chose que l'administration annonce, c'est à quel point ce sont des gestionnaires brillants et rigoureux, et on le voit dans la diminution importante de la masse salariale. Alors, là-dessus, ça vaut la peine de morceler tout ça pour voir qui est responsable de quoi et dans quelle mesure. D'abord, il faut savoir qu'il y a 3 grandes raisons pourquoi une masse salariale peut baisser. La première, puis c'est la part du lion, il y a 100 millions qui est dû non pas à l'administration, mais à une décision du gouvernement du Québec avec le projet de loi 3 qui est devenu la loi 15, qui réduit l'ensemble des contributions patronales, notamment les régimes de retraite. Alors, la part du lion, elle est là. L'autre chose, et ça amuse beaucoup le maire, c'est quelque chose dont on ne parle jamais. C'est le rajeunissement de la fonction publique à Montréal. C'est le grand silence là-dedans, mais il y a ici des choses structurelles qui contribuent à des marges de manœuvre financières majeures. Le cas classique, c'est qu'il y a beaucoup de gens au sommet de l'échelle salariale qui partent à la retraite. Toutes choses étant égales par ailleurs, ils sont remplacés par des plus jeunes travailleurs au bas de l'échelle salariale, et il y a donc ici une marge qui est gagnée au niveau des salaires payés. Et c'est une marge appréciable. Selon les estimations les meilleures que l'on a pu faire, nous sauvons comme ça, à chaque année, 1,7 % sur la masse salariale en termes de rémunération. Cumulatif. C'est énorme, c'est unique dans la vie d'une ville de pouvoir vivre dans ce contexte budgétaire-là. Et malgré, et c'est là où il doit y avoir des questions sur la gestion de l'administration, malgré le fait que la masse salariale a été diminuée de 100 millions à cause de la loi 15 sur les régimes de retraite, malgré le fait que nous sauvons, bon an, mal an, plus de 20 millions à cause du rajeunissement de la fonction publique, la rémunération de la Ville augmente de 41 millions. Je pense que ça amène la question, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Et le troisième part de la diminution de la masse salariale, c'est le PQMO. C'est correct, M. Lemont vous l'expliquera plus en détail. C'est le PQMO. Et là, il ne s'agit pas d'une réduction de la masse salariale, il faut être très clair. Il n'y a pas de réduction de la masse salariale grâce au PQMO. Il y a un transfert de la dépense à cause du PQMO. Nous prenons une dépense qui est dans le budget et nous la transférons dans le PTI. Et dans la majorité de ces dollars-là, ce sont des dollars empruntés, ce ne sont pas des dollars financés au comptant. Et il vient avec ça. Donc, on a un déplacement du budget d'opération vers une augmentation de la dette. Et ça, bien sûr, ça fait que l'on transfère au privé énormément d'activités, dont 2 activités qui, à mon sens, sont fondamentales pour l'interne, la conception et la surveillance des travaux. Et s'il fallait avoir une voie pour renforcer cette préoccupation-là, elle est écrite à pleine page dans le rapport de la commission Charbonneau qui a été publié pas plus tard que hier. Alors, on aura l'occasion d'étudier en détail ce budget-là. J'invite l'ensemble des collègues à participer activement au travail très sérieux que fera la Commission des finances et de l'administration. Mais s'il y avait un bilan général à tirer de ce budget-là, il me semble qu'il soit tout à fait vrai de dire que c'est un budget qui taxe plus que jamais dans l'histoire de la Ville, qui transfère des sommes gigantesques au privé plus que jamais dans l'histoire de la Ville, tout ça alors que l'encre du rapport de la commission Charbonneau n'est pas encore sèche. Merci. Bravo.